chacun d'entre vous. Je suis toujours admiratif devant le fait de venir à 7 heures du soir, quand il fait froid, il fait nuit, il y a de la boue, écouter quelqu'un qui peut dire quelque chose d'intéressant, mais qui a aussi une proportion non nulle de chances de dire des choses totalement inintéressantes. Voilà, bon, je vous remercie sincèrement d'être là. Et donc là, je me tourne vers la caméra pour les personnes qui sont ou qui regarderont cette conférence sur Internet, pour les remercier également de leur attention. Alors, le titre de cette conférence, c'est l'œuvre malicieuse de notre hôte de ce soir, Jean-Félix, qui a réussi à inventer ce titre bizarre avec le mot Babylone. Alors pour moi, Babylone, ça me rappelle un album des Pink Floyd il y a très très longtemps. Mais donc je suis là, je me dis Babylone, pourquoi Babylone? Bon, alors je me suis dit, probablement Jean-Félix a voulu tester mes connaissances historiques en me forçant à couvrir une période extrêmement longue et dont j'avoue que j'ignore l'essentiel. Le connaissant, c'est possible qu'il se soit amusé à ce petit test. Ou peut-être il a tout simplement voulu créer une sorte de suspense. Il dit, bon voilà, on ne va pas parler tout de suite de la Russie, on va parler d'abord de Babylone. Bon, en effet, je ne vous cache pas qu'un orateur français qui donne une conférence à Moscou au moment où la France retarde quelque peu la livraison des 2 fameux Mistral, j'ai le sentiment qu'on attend du Français en question une opinion assez forte sur les sanctions imposées par l'Union européenne et par les États-Unis à la Russie. Donc l'enjeu de ce soir pour moi, c'est à la fois de tenter d'apporter quelque chose de nouveau, d'explorer un angle inattendu et d'éviter de mettre la salle à feu et à sang, donc de faire en gros en sorte qu'on puisse avoir du plaisir à la fin à boire un verre ensemble. Donc comment faire pour intéresser sans prendre pour autant trop de risques? C'est ça pour moi le défi de la soirée. Alors j'ai choisi un point qui est pas très héroïque. J'ai pris un point de départ extrêmement prudent, je vais dire à la limite un peu lâche, voire même un tout petit peu hypocrite. J'ai décidé ce soir de défendre ou de poser comme hypothèse le fait que je n'ai aucun point de vue, je n'ai aucune opinion sur la situation en Ukraine et je n'ai aucune opinion sur la politique de la Fédération de Russie. Donc par conséquent, je n'ai aucun avis sur le bien fondé, j'ai bien dit sur le bien fondé, des sanctions contre la Russie. Alors, si vous êtes russe, vous pourriez à ce moment-là penser et vous dire, bon, bah, écoutez, merci. Bon, au moins, on va éviter d'avoir un Français qui nous fait la leçon. Mais du coup, vous pourriez aussi vous dire, bon, bah, il est peut-être sympathique, mais comment il va faire pour parler 45 minutes s'il n'a aucune opinion sur ce qui constitue pourtant le titre de sa conférence? Et vous pourriez vous dire, bah, dans le fond, est-ce que ça ne serait pas plus raisonnable de passer directement à la partie cocktail? Oui, peut-être. Bon, alors je vais quand même essayer de parler 45 minutes et de retenir votre attention pendant ces 45 minutes. Donc je vous demande de ne pas vous emballer. On va prendre une hypothèse. L'hypothèse, c'est que, dans le fond, peu importe que l'Union européenne ait tort ou raison de vouloir sanctionner la Russie. De vous à moi, c'est pas très grave comme hypothèse, parce que de toutes les façons, quoi qu'on pense, c'est pas ce soir qu'on fera changer la position de l'Union européenne, et c'est certainement pas ce soir qu'on fera changer la politique du gouvernement russe. Donc on prend aucun risque à poser comme hypothèse que nous n'avons aucune opinion. En revanche, faute de se poser la question de savoir si les sanctions sont justes, on peut se poser une autre question, et c'est celle-là qui m'intéresse, qui est de savoir si l'Union européenne a le droit de sanctionner la Russie. Et je vais vous le montrer. Personnellement, je pense que la réponse est non. Et nous verrons que des initiatives originales pourraient être prises, notamment en Russie, par ceux qui contestent le bien fondé des sanctions. Avançons un peu. Alors, bon, Babylone, parce que quand même, bon, je ne peux pas passer à côté. Babylone dans tout ça, évidemment, merci Jean-Félix. Comment je vais me sortir de Babylone? Alors, de Babylone, il me revient, grâce à Wikipédia notamment, le fameux code Hammurabi, du nom du roi de Babylone, 2000 ans avant Jésus-Christ. Ce code, là j'ai rêvé, je me suis dit c'est bien, ce code est un recueil de jurisprudence, mais malheureusement, et c'est ça la mauvaise nouvelle, il n'y a rien dans le code Hammurabi qui ait le moindre rapport avec les conflits entre États. Dommage. Bon, il faut dire qu'à l'époque, la question ne se posait pas exactement dans les termes d'aujourd'hui. Donc Babylone, je ne m'en suis pas encore sorti, mais coup de chance, j'ai un peu travaillé la question, et le site de l'ancienne Babylone, est situé à 100 km de Bagdad, en Irak. Et coup de chance encore, c'est sur ce site qu'était installée la base américaine
Alpha 3 durant l'invasion de l'Irak en 2003. Et là, ça y est, j'ai fait un vrai progrès. Je suis passé de Babylone à Bagdad, de la Mésopotamie à l'Irak, et vous allez voir, ça va beaucoup me faciliter les choses. En effet, suite à l'invasion du Koweït, le 2 août 90, l'Irak a subi toute une série de sanctions économiques, sanctions internationales, embargo total, embargo commercial, embargo financier, militaire, décrété en 90, puis levé en 2003 lorsque le régime Saddam Hussein est tombé. Donc ça y est, cette fois je suis dans le sujet. De Babylone à Bagdad, je peux continuer mon chemin jusqu'à la Russie. Alors là encore, une petite traverse historique. Vous savez, il y a un adversaire bien connu de la Russie, et cet adversaire bien connu fut Napoléon. Paradoxalement, d'ailleurs, tout le monde en garde un bon souvenir, autant en France qu'en Russie. C'est un truc que j'ai jamais réussi à comprendre, c'est l'admiration et des Français et des Russes pour Napoléon. Moi, j'avoue que c'est pas mon idole. Mais malheureusement pour mon exposé, ce n'est pas contre la Russie, mais contre l'Angleterre, dommage encore, que Napoléon a mis en place un embargo. Alors là, j'étais très déçu. Mais comme le même Napoléon a envahi la Russie, le fil de mon exposé n'est pas totalement rompu. Et comme vous le savez, le blocus économique fut l'instrument principal de Napoléon pour lutter contre l'Angleterre. En effet, l'Angleterre, bon, c'est pas comme la Russie en termes de taille, mais ça a une caractéristique, c'est qu'en général, on n'arrive pas à envahir l'Angleterre. Parfois, la Russie, on essaye, mais on n'y arrive pas. L'Angleterre, on n'essaye pas, sans doute pour des raisons géographiques. Et donc, malgré l'embargo, l'Angleterre n'a pas cédé à Napoléon. Et pour être efficace, pour que l'Angleterre cède, il eût fallu que le blocus sur l'Angleterre fût strictement appliqué par toute l'Europe, et ça n'a pas été le cas. Donc l'Angleterre n'est pas tombée, et le blocus, et ça c'est peut-être une mauvaise nouvelle, entraîna toute une série d'interventions militaires et d'annexions multiples, d'où devaient naître notamment deux conflits qui furent fatals à Napoléon, la guerre d'Espagne et la guerre de Russie. Pour résumer, pour ceux qui n'aiment pas l'histoire, le blocus de l'Angleterre devait affaiblir l'Angleterre et la faire céder, sans employer la force, et finalement a provoqué une guerre. Vous voyez qu'on n'est pas si loin de là où on veut arriver. On le constate donc, l'embargo n'est pas une invention américaine, puisque Napoléon déjà l'employait. Force est toutefois de reconnaître que cette stratégie de l'embargo a été érigée au rang d'arme diplomatique par Wilson, le président américain des années 20, qui disait, je vais le citer parce que c'est une citation qu'on réutilise beaucoup et qui en dit beaucoup, Wilson dit « Plus qu'un moyen de pression, l'embargo est une arme de guerre, un substitut de guerre. Cette mesure impose à un pays une pression à laquelle, à mon avis, aucune nation ne peut résister. » On va donc parler ce soir de guerre et de droit. Alors parler de guerre, c'est plutôt Arnaud Dubien, le spécialiste de la géostratégie, mais on va parler de guerre parce que les sanctions, c'est une manière d'obtenir d'un pays ce qu'une guerre lui imposerait, sans pour autant prendre les risques de la guerre, ni assumer le coût de la guerre. Alors, une petite digression, ça sera la dernière, je vous rassure. Lorsqu'on prononce le mot guerre au début d'une conférence, la paresse intellectuelle, en tout cas ma paresse intellectuelle, conduit en général à citer Clausewitz. Ça fait chic à ce moment-là de l'exposer. Et on répète en général inlassablement la formule suivante: la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens. Alors je trouve que ça sonne très bien, mais ça me paraît totalement faux. C'est une situation qui est hyper connue, mais toute la géostratégie moderne nous dit exactement le contraire. Et vous allez voir, ça a à voir avec la situation russe. Je ne crois pas que la guerre poursuive les mêmes buts que la politique. Et en fait, les objectifs de la guerre se redéfinissent en général au fur et à mesure du déroulé de la guerre. J'ai deux exemples qui me viennent en tête. Le premier, c'est évidemment la Russie, la Seconde Guerre mondiale. Je ne pense pas qu'au début de la Seconde Guerre mondiale, lors de l'invasion allemande, la Russie avait planifié, avait pour idée, avait pour stratégie de constituer un glacis en Europe de l'Est, comme elle le fera après-guerre. Mais cette idée s'est imposée d'elle-même avec la défaite allemande. De même, si vous prenez la guerre des 6 jours en Israël, au moment où Israël mène une guerre victorieuse en 67, ce pays est parfaitement inconscient du fait que pendant 40 ans, il va traîner la question des territoires occupés comme un boulet politique pendant, donc, je l'ai dit, une quarantaine d'années. Donc je ne crois pas que la politique et la guerre soient dans le même axe. Je crois que c'est la politique dans les deux cas qui s'est adaptée à la guerre et non pas le contraire. En fait,
l'histoire se ferait un chemin, souvent avec des détours assez imprévisibles. Alors pourquoi est-ce que j'ai fait cette petite digression sur la guerre? Parce que on a dit que les sanctions, c'était une arme de guerre. Donc il fallait dire un mot de ce qu'était ou de comment on devait concevoir la guerre. Alors les sanctions, c'est aussi une arme de droit. Alors je suis plus à l'aise avec le droit qu'avec la guerre. Et je vais essayer aussi de définir ce qu'on appelle, ce qu'on peut définir par droit. Alors le droit en général c'est quelque chose qui ennuie beaucoup les gens, mais ça a une qualité, le droit c'est une discipline qui navigue entre le particulier et le général, et qui va du particulier au général et qui revient au particulier. J'y reviendrai, j'en donnerai quelques éléments. Alors après ces deux définitions un peu classiques, juste quelques éléments factuels de contexte. Avant de discuter, d'essayer d'émettre 2 ou 3 idées intelligentes, on va jouer un petit jeu, c'est qui, quoi, comment. Bon, qui, les mesures restrictives concernant la Russie, elles sont prises par le Conseil de l'Union européenne, elles sont prises en application de la politique européenne de sécurité commune. Je sais bien que l'architecture des institutions européennes, c'est un peu ennuyeux, mais il faut avoir ça en tête. Le Conseil de l'Union européenne, on appelle ça le Conseil des ministres. En fait, il y a effectivement les ministres des pays de l'Union qui siègent dans ce Conseil. C'est donc une instance politique. Quoi? Quoi? Des sanctions contre la Russie prises par l'exécutif européen. Je vais me concentrer sur l'Europe et pas sur les États-Unis. Ensuite, comment? Est-ce que ces sanctions vont faire changer la Russie? Bon, je répondrai par la question. Il est exact que l'économie russe a subi des conséquences des sanctions, la chute du rouble, la récession, etc. etc. Bon, en gros, si vous voulez, les uns disent que si la Russie n'a pas cédé avec 23 millions de morts pendant la Seconde Guerre mondiale, elle ne va pas non plus céder parce qu'on ne trouve plus de yaourt Danone dans les supermarchés. Et d'autres diront que yaourt ou pas yaourt, personne ne peut résister aux conséquences de l'arme économique. Je n'ai pas d'opinion sur les yaourts et donc je n'ai pas d'opinion sur l'efficacité à faire changer un gouvernement comme le gouvernement russe par l'arme économique. Et je l'ai dit, dans le fond, ce n'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est de savoir si les sanctions sont légales, et ma réponse, c'est non. Et ma conclusion, vous le verrez, c'est de dire que la Russie aurait quelques opportunités, quelques bonnes raisons d'essayer de contester ces sanctions. Alors c'est la première partie. Est-ce que la Russie peut contester les sanctions économiques ? Alors bon, ça suppose de faire un peu de droit. Alors en fin de journée, si on a travaillé, ça peut être un peu fatigant, mais le droit, ça organise un peu les relations entre les individus. C'est les relations entre les individus entre eux et les relations entre les individus et les choses. Alors un petit détour sur le droit. Le droit, c'est un empilement de règles. On peut parfois dire que c'est un bazar de règles. Et la tâche des juristes, c'est de vérifier que les différentes normes sont cohérentes. Pour vous distraire, imaginez quand même un peu, lorsque par exemple l'Assemblée nationale en France vote la loi pour le mariage pour tous, l'un des jobs des juristes, c'est de s'assurer que toutes les conséquences de cette loi sont prises en compte, notamment pour les successions. Oui, ça paraît évident, mais ça va changer le droit des successions. Ça va changer évidemment le droit de la famille, mais ça va changer même le droit agricole. Alors, je ne répondrai pas, sauf si vraiment vous insistez, mais dans les baux ruraux, ça a une influence. Donc le travail des juristes, c'est de vérifier que les normes sont cohérentes, qu'elles sont proprement, et qu'il n'y a pas de grands trous dans les empilements de normes. Alors tout ça, ça correspond très bien au droit interne, le droit français, le droit russe, mais est-ce que ça nous dit quelque chose du droit international? Parce que c'est ça qui nous intéresse ce soir. Alors, il faut l'avouer, pendant très longtemps, les relations entre les nations, elles ont été placées sous le signe de ce qu'on appelle l'état de nature. Alors, l'état de nature, vous avez dû le réviser en philosophie à un moment ou à un autre. Je pourrais le qualifier longuement, mais je vais essayer de faire une métaphore rapide. L'état de nature, c'est un peu comme la cour de récréation, là où il y a mes enfants, mais le jour où il n'y a pas les surveillants. Donc, l'état de nature, c'est un peu les querelles sans gendarmes. Alors ça dit bien ce qu'a été l'absence de droit international dans le temps. Alors là aussi, une dernière digression, j'avais déjà dit que ça serait la dernière, mais cette fois-ci, c'est vraiment la dernière digression historique.
Bon, dans l'Antiquité, il n'y a pas de droit international, ou très peu. Athènes et Sparte, les cités-États du Péloponnèse, se font la guerre, ils ne se déclarent même pas la guerre. Euh, bon, il y a un minimum de droit international, c'est-à-dire qu'il y a quelques règles qui sont censées gérer la façon dont on va traiter les prisonniers, et les Grecs arrivent à gérer ensemble quelques sanctuaires, comme le sanctuaire de Delphes, et quelques festivités olympiques, malgré les guerres qui les opposent. Les Romains ne sont pas plus avancés sur le droit international. Ils ont un droit qui dit ce qu'est le droit des personnes étrangères qui vivent sur le territoire de l'Empire. Les choses deviennent plus amusantes au Moyen-Âge, parce qu'au Moyen-Âge, dans le fond, ce qui compte, c'est la chrétienté. Donc les États, c'est un espèce d'empilement de royaumes qui se font et qui se défont. Mais ce qui est important, c'est le fait que tout le monde est structuré par l'appartenance à la chrétienté, et il y a des règles qui visent à encadrer le fait que les chrétiens, même lorsqu'ils s'opposent les uns aux autres, ne doivent pas faire un certain nombre de choses. Et donc il y a quelques règles minimum. On appelle ça la trêve de Dieu. J'ai trouvé ça, c'est assez intéressant. Je pourrais éventuellement vous le détailler. Et puis les choses vont s'organiser avec la naissance de l'État moderne. Et on commence à avoir des États, je dirais, qui ressemblent à quelque chose. C'est-à-dire que l'État, dans le temps, a été structuré autour de la personne qui le représentait, et l'État va commencer, en France, en Angleterre, à se structurer comme une institution autour d'un certain nombre de valeurs et autour d'un certain nombre de règles. Bon. Tout ça est très bien, mais on peut vraiment se poser la question de savoir si cette organisation des États a été suivie par une organisation des relations entre les États. Et la réponse, c'est quand même non, et en grande partie non, parce qu'il n'y a pas de gendarme international. Je reprends la métaphore de la cour de récréation avec mes enfants. Quand les surveillants ne sont pas là, en général, ça se passe plutôt mal. Et pourtant, il y a un droit international, et même s'il n'est pas appuyé par la force, ou très faiblement par la force, vous allez voir qu'on peut en faire quelque chose, et c'est l'idée que je voudrais développer avec vous ce soir. Et donc maintenant, je pose la question très directement. Est-ce que le Conseil de l'Europe a l'autorité pour prendre des sanctions contre la Russie? Et plus important, surtout d'un point de vue russe, est-ce qu'un État, bon, donc la Russie au hasard, une entreprise, dites-moi laquelle, s'il y en a une qui est présente ce soir dans la salle, est-ce qu'un État, une personnalité, une entreprise peut contester et faire annuler une décision du Conseil de l'Europe? Et puis, dans la mesure où tout ça coûte très cher, contester et annuler, c'est bien, mais ça coûte de l'argent. Obtenir des dommages et intérêts, c'est pas mal non plus. On va en parler tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, je vais être un tout petit peu technique du point de vue juridique. J'espère ne pas être trop ennuyeux. Si je vois que Jean-Félix a l'air de s'ennuyer, j'accélérerai. Alors, bon, comment ça marche? D'abord, en gros, le recours à la guerre est interdit. Le recours à la force armée est interdit par la Charte des Nations Unies. Seul le Conseil de sécurité peut ordonner l'usage de la force. Alors, les décisions du Conseil de sécurité, ce n'est pas du droit. Il n'y a que 15 pays qui siègent au Conseil de sécurité. C'est de la politique. Mais si vous ne passez pas par là, vous ne pouvez pas mener une guerre, entre guillemets, légale. Ça n'empêche évidemment pas certains États de se passer de l'autorisation du Conseil de sécurité. Ça a été le cas des États-Unis et de la Grande-Bretagne lors de la Seconde Guerre d'Irak. Alors, si vous ne voulez pas faire, on va dire, mener une opération à grand bruit, donc si vous ne voulez pas déclencher une guerre sans passer par le Conseil de sécurité, il y a un niveau légèrement en dessous qui est la guerre sans la guerre, ça s'appelle les sanctions économiques. Donc c'est moins visible, c'est moins agressif, et ça peut être mis en œuvre sans le vote du Conseil de sécurité. Donc vous voyez, je crois que le mot est important, en tout cas moi je crois que c'est important. Les sanctions économiques sont un outil de guerre froide. Ça se distingue très clairement de la guerre chaude, c'est de la guerre froide, c'est pas de la guerre chaude. On y retrouve la finalité classique de la guerre, faire céder l'adversaire, mais sans en payer le coût et sans en prendre le risque. Alors attention, c'est pas parce que c'est des sanctions économiques que vous avez le droit de les déclencher de manière unilatérale.
Ces sanctions économiques sont elles aussi interdites par la charte de l'ONU de 1970. Bon, alors vous allez me dire, vous savez, le nombre de choses qui sont interdites, on peut en faire la liste ensemble. Je m'étais amusé à écrire que bon, la transgression fait partie du plaisir, et c'est vrai que si on faisait que des choses qui étaient autorisées, on s'ennuierait beaucoup. Alors, l'un des aspects de la transgression, c'est que on est attrapé. Okay. Et donc la question, c'est est-ce que si on transgresse la règle selon laquelle on n'a pas le droit de faire des sanctions économiques, est-ce qu'on va être attrapé? C'est ça la question. Alors, la doctrine juridique est très partagée. Certains, j'ai regardé, considèrent que bon, le droit international, il est inexistant, en gros, il est fait pour être violé. Et d'autres pensent que le droit international, c'est juste le rapport, c'est juste, on va dire, le droit du plus fort. Donc, pas de chance pour la Russie. Si sur ce coup-là, elle n'est pas du côté du plus fort, elle aura le droit international contre elle, et donc, elle perdra. Alors, entre ces deux interprétations, que j'imagine, ou j'ai un peu suivi, on retrouve, au moins pour l'une, en Russie, moi j'ai tendance à suivre une troisième doctrine d'interprétation, on appelle ça la doctrine réaliste, et pour vous en faire comprendre la saveur, je me suis permis, je suis désolé, c'est ma tendance, je me suis permis d'essayer de faire une comparaison. Alors, dans l'acceptation réaliste du droit international, le droit international, c'est un peu comme une couverture qui serait trop petite et trouée quand il fait vraiment froid. Donc la couverture, elle ne couvre pas toute la partie du corps et le froid passe par les trous. Donc a priori, ce n'est pas agréable. Mais même trouée, même trop petite, il fait moins froid avec la couverture que sans la couverture. On peut continuer à filer la métaphore. C'est que là, il y a une chose extraordinaire avec le droit international, c'est que contrairement à la couverture, parce que quand on est deux sous la couverture, on a tendance à tirer sur la couverture la nuit, on n'ose pas l'avouer le matin, mais chacun dit à l'autre, dis donc, il faisait froid, t'as tiré sur la couverture. En fait, si on tire trop sur la couverture va se déchirer et on va se retrouver avec deux petites couvertures avec plein de trous. Le droit international, c'est un peu différent de la couverture, parce qu'en fait, on peut tirer dessus et l'étendre, et on peut ravauder, j'aime bien le mot, on peut combler les trous de la couverture par l'action de la transformation du droit international. Et ça, c'est une opération magique que je trouve absolument merveilleuse et que j'aimerais essayer de vous illustrer et de vous faire partager. Alors, qui est le magicien qui va transformer la couverture trouée trop petite en une couverture plus grande et pas trouée? Eh bien, c'est l'action des avocats. C'est la malice des avocats qui peuvent transformer le droit. Alors, je vais pour ça vous rappeler la stratégie de deux avocats assez connus. Alors, en droit pénal, vous avez un grand avocat français, l'avocat Jacques Vergès, qui défendait ce qu'on appelait la théorie de la défense de rupture. Alors, l'idée de la défense de rupture, en pénal, donc lorsque vous êtes accusé d'un crime, ça consiste à refuser de produire devant le tribunal le moindre élément visant à disculper par des arguments juridiques votre client. Par exemple, Arnaud est accusé d'avoir volé mon téléphone portable et je ne dirai pas c'est faux, Arnaud ne peut pas l'avoir volé, il n'y a pas de preuve, etc., etc. Je me contenterai de dire le tribunal est incompétent, je récuse le tribunal. Et là, dans le cas de Jacques Vergès, il récusait le fait qu'un tribunal colonial, un tribunal militaire français, soit apte à juger des militants du Front National de Libération algérien qui se battaient pour l'indépendance de leur pays. Alors, les choses ont, entre guillemets, bien tourné, puisque les clients de Vergès ont été condamnés, mais le rapport de force politique a tourné très vite, l'Algérie était indépendante très rapidement, et ses clients ont fait quelques années de prison, pas plus. Les choses ont moins bien tourné pour d'autres clients de Vergès avec la même stratégie, lorsqu'il l'a utilisé pour quelques militants d'extrême gauche dans les années 70, dont certains sont toujours en prison et attendent encore que le rapport de force tourne. Et à mon avis, je crains qu'il ne puisse attendre encore un peu. Alors ça, c'est la défense de rupture, qui consiste à dire
je ne discute pas avec toi, je ne discute pas avec ce tribunal, tu n'es pas légitime. Ça a sans doute contribué à accélérer la décolonisation de l'Algérie. Ça peut en revanche être assez brutal dans ses conséquences si jamais le rapport de force ne change pas rapidement. Tel est l'exemple que je viens de donner. Et d'ailleurs Vergès lui-même, dans certains cas, renonçait à cette stratégie, mais on en parlera en buvant un verre. À l'inverse de la défense de rupture, il y a une défense, je dirais comme aux échecs, une défense élastique, une défense souple, qui a été illustrée très récemment par un avocat français qui s'appelle William Bourdon, qui essaye de voir comment est-ce qu'on peut prendre parti pour faire avancer sa cause, pour faire avancer ce qu'on croit être juste. Je vais vous donner un exemple. C'est vraiment un malin. En droit français, une victime française peut porter plainte contre un crime dont elle est victime à l'étranger. Traduction, je me fais agresser en Russie par un criminel russe, je peux porter plainte en France pour un crime commis contre moi en Russie. Point 1. Point 2, une association peut être une victime. Très bien. Point 3, l'avocat crée une association contre la corruption. Point 4, l'association devient une victime. Point 5, l'association porte plainte contre M. Théodore Obiang, président de la Guinée équatoriale, dans l'affaire de corruption dite des biens mal acquis, et un tribunal français juge que M. Obiang a mené des actions de corruption et a volé son pays et alors ensuite, en première instance, en deuxième instance, condamné par les tribunaux français. Chapeau, un tour de passe-passe magique qui arrive à faire condamner un président étranger devant un tribunal français par une association constituée, je dirais, de façon ad hoc par l'avocat et quelques de ses proches. Donc c'est un truc, c'est un fil qu'on tire, et je me suis posé la question de savoir, est-ce qu'il y a un fil à tirer du même ordre pour la Russie? Alors, il semble que les autorités russes pensent... alors j'étais emporté, j'allais dire pense comme moi. Non, je pense comme les autorités russes, ne soyons pas prétentieux. Les autorités russes, le 12 septembre 2014, je vais mal prononcer, mais le ministre de l'économie russe, Alexei Ouliakiev, a annoncé que la dernière série de sanctions américaines et européennes fournissait des motifs d'appel devant l'OMC et que la Russie ferait appel. Le président Poutine a également fait une déclaration dans le même sens en décembre dernier. Cela dit, depuis plusieurs mois, malgré les annonces russes, aucune plainte n'a été formellement déposée devant l'organe de règlement des différends de l'OMC. Donc, pour faire simple, pour ceux qui ne mémorisent pas les sigles, en gros, 2 personnalités importantes russes disent « Écoutez, il y a un problème et on va aller devant l'OMC pour contester la situation qui nous est faite. » Alors, est-ce que si la Russie se décide à faire appel devant l'OMC, est-ce qu'elle a une chance, selon moi, que son appel soit couronné de succès? Eh bien, ma réponse, je vais vous décevoir, c'est je crois que non. Je crois que la Russie ne sera pas couronnée de succès, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres portes, mais examinons d'abord cette première porte. Bon, ça ne marchera pas parce que les sanctions européennes et américaines sont des sanctions dites unilatérales, ce sont des sanctions économiques. Alors, il est vrai qu'elles violent très allègrement, alors, dans le désordre, les principes fondamentaux de la non-intervention, l'égalité souveraine des États, le règlement pacifique des différends internationaux et quelques autres articles que je tiens à votre disposition dans la note juridique que j'ai rédigée si elle intéresse quelqu'un. Bon. Donc, il n'y a pas de doute que bon nombre d'articles sont violés. Toutefois, les États-Unis et l'Union européenne peuvent défendre un point de vue qui est de dire « Ok, nos sanctions sont unilatérales, mais elles sont parfaitement légales et il suffit pour ça de les considérer comme des contre-mesures licites, c'est-à-dire permises en vertu de l'article 49 des statuts de l'OMC. Je vous passe les détails. Bon, alors, est-ce qu'on peut penser que les sanctions prises par l'Union européenne sont licites parce qu'elles répondent à une action russe?
Pour le faire, il faudrait que l'Union européenne démontre, et c'est pas simple, que ce qui s'est passé en Russie et en Ukraine lèse directement les intérêts de l'Union européenne. Et il faudrait également que l'Union européenne démontre que les sanctions qu'elle a prises n'ont pas une fonction punitive. Je crois que les deux vont être difficiles, parce que les intérêts de l'Union européenne lésés en Ukraine, bien que je n'ai pas d'opinion sur la question, j'ai du mal à me les représenter de façon très exacte. Et quant au fait que les sanctions puissent ne pas être punitives, j'avoue mal pouvoir comprendre. Alors là, vous pourriez me dire, bon, écoutez, il y a 5 minutes, vous avez dit qu'aller devant l'OMC, ça ne sert à rien, et vous venez de nous dire à l'instant que si. Alors, est-ce que vous pouvez clarifier un peu votre propos? Bah oui, le problème, c'est qu'il y a un troisième niveau, c'est que, avant même que la Russie dépose sa plainte à l'OMC, l'Union européenne et les États-Unis feront valoir ce qu'on appelle l'exception de sécurité. Et l'exception de sécurité, ça dit en gros qu'un État membre de l'OMC peut faire absolument ce qu'il veut dès lors qu'il estime que les mesures qu'il prend sont nécessaires pour la protection des intérêts essentiels de sa sécurité dans une situation de guerre ou dans une situation d'urgence. Donc, pour me résumer, je pense que, ça résonne, je pense qu'il est très peu probable qu'une action de la Russie contre l'Union européenne et les États-Unis ait la moindre chance d'être couronnée de succès devant l'OMC. Bon, alors, est-ce l'heure du fameux cocktail que j'ai déjà annoncé plusieurs fois? Non, il y a encore une petite partie, et cette petite partie va consister à dire, écoutez, il y a une autre possibilité. Alors, l'autre possibilité, je suis obligé d'être extrêmement modeste, elle a surgi d'une discussion avec un ami, un confrère, Charles-Henri Roy, qui est un fiscaliste que certains d'entre vous connaissent certainement. Il partage son temps entre Paris et Moscou. J'ai envie de dire qu'on a eu l'idée ensemble, mais c'est pas vrai. C'est Charles-Henri qui a eu l'idée, et je me contente de la prolonger parce qu'il est sans doute débordé. Bien évidemment, si je dis des bêtises, c'est moi qui assume les responsabilités de la bêtise et pas lui. Mais rendons à César, je pense que l'idée initiale vient de lui. Alors, on a été attiré, intéressé par un arrêt de la Cour européenne de justice qui concerne une affaire iranienne. Alors, on va me dire, si nous dépiote un arrêt sur l'Iran maintenant, on ne va pas tenir. Bah, vous allez voir, c'est super intéressant. La Cour de justice de l'Union européenne, elle est censée veiller au respect du droit communautaire. Pour l'essentiel, et pour faire simple, elle vérifie que les décisions qui sont prises par l'Union européenne sont correctes du point de vue de la légalité. Et on a un merveilleux arrêt, qui est l'arrêt Safanikou contre Conseil T384/11 en date du 25 novembre 2014. Alors l'histoire mérite d'être racontée. Safanikou, c'est une entreprise iranienne qui est inscrite sur les listes d'entreprises sanctionnées par l'Union européenne. Vous connaissez le contexte. L'Union européenne fait pression sur la République islamique d'Iran afin, je cite, que cette dernière mette fin aux activités nucléaires présentant un risque de prolifération et à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires. Là aussi, comme pour la Russie, je ne vais pas avoir d'opinion sur ce qui se passe en Iran. Safanikou, la société iranienne, est donc inscrite sur la liste des entreprises avec lesquelles le commerce est interdit. Safanikou proteste et indique qu'elle n'est pas impliquée dans la fourniture d'équipements au site de Fordo. J'ai appris que c'était le site près de Qom où l'Iran développerait ses recherches nucléaires. La société iranienne proteste et en fait elle proteste d'autant plus fort qu'on lui a indiqué qu'elle a été inscrite sur la liste des sanctions à la suite de l'intervention d'un de ses concurrents, qui est un concurrent européen, et que c'est précisément le pays duquel est membre le concurrent européen qui a demandé l'inscription de Safanikou sur la liste des entreprises sanctionnées. Donc Safanikou se dit que peut-être là il y a un hasard qui est un peu agaçant, et bien évidemment Safanikou ne peut absolument pas prouver qu'elle n'a rien à voir avec le programme nucléaire iranien, et je vais vous expliquer pourquoi elle ne peut pas le prouver, mais elle ne se décourage pas, elle a bien conscience que c'est souvent très dur d'apporter une preuve négative,
C'est facile de démontrer que j'étais ici, c'est difficile de démontrer que hier je n'étais pas là-bas. Et en plus, dans le cas iranien, c'est particulièrement compliqué parce que le programme nucléaire militaire iranien, en théorie, il n'existe pas. Donc Safanikou doit démontrer qu'elle ne participe pas à un programme militaire en Iran qui, lui non plus, n'existe pas au dire des autorités iraniennes. Bon. Vu que par ailleurs l'Iran n'est pas exactement un modèle de démocratie, ça va être probablement un peu difficile d'aller collecter les témoignages un par un et de monter un joli dossier. La Cour de justice de l'Union européenne doit donc veiller au contrôle de la légalité des actes de l'Union et donc de vérifier que les droits fondamentaux, y compris les droits fondamentaux de Safanikou, sont respectés. Et là, il y a un petit caillou, et c'est là où j'aime bien, où ça commence moi à beaucoup me plaire, il y a un petit caillou qui se glisse dans la chaussure. En effet, au rang des droits fondamentaux, en Europe, figure le droit que tout acte du Conseil qui vise un individu ou une société repose sur une base factuelle suffisamment solide. Donc il ne suffit pas de dire que Arnaud, excuse-moi, tu es mon souffre-douleur de la soirée, on va l'inscrire sur la liste des personnalités russes sanctionnées, pour plein de raisons ça va être difficile, mais c'est pas grave, on va l'inscrire quand même. Il faut qu'il y ait quelques bases factuelles, par exemple démontrer qu'il est russe. En clair, c'est au Conseil de prouver que Safanikou participe au programme nucléaire iranien. Bon, alors on a envie de dire, ouais, bon, d'accord, bon, c'est une société iranienne, ils sont en Iran, il y a un programme nucléaire, donc forcément ils y participent. Ben non, c'est pas aussi simple que ça. L'épicerie en face de votre hôtel, si vous allez à Téhéran, ne participe pas nécessairement au programme nucléaire de Téhéran, si tant est qu'il existe, et ça, une fois de plus, je ne me prononce pas. Alors Safanikou est assez maligne comme société, parce qu'ils se disent, on va non seulement contester, mais on va demander des dommages et intérêts, et ça aussi, ça me plaît bien. Alors, pas de chance, Safanikou va obtenir le fait d'être radiée des sanctions, mais elle ne va obtenir qu'un très très modeste dommage et intérêt, en fait un préjudice au titre du préjudice moral de 50 000 €, c'est même pas les honoraires de l'avocat, mais symboliquement c'est tout à fait important. Donc cet arrêt Safanikou crée un précédent qui ouvre une porte et qui montre que non seulement une entreprise peut être radiée de la liste des sanctions, mais qu'elle peut également obtenir des dommages et intérêts. Alors revenons à la Russie et voyons si le précédent iranien ouvre une porte pour la Russie. Alors il me semble que oui, c'est ce que je dis en filigrane, ou ce que j'inscris plutôt que je ne le dis en filigrane depuis le début. Il me semble qu'il y a une source d'inspiration. Alors, les sanctions prises contre la Russie maltraitent très profondément le droit européen et sont très peu respectueuses des libertés fondamentales. Le droit européen repose sur quelques principes et il convient de respecter ces principes. Et quoi qu'on pense de la Russie et de sa politique, les principes, comme leur nom l'indique, sont faits pour être respectés et pas pour être adaptés au cas par cas. Alors, il y a en premier lieu un principe qui est le respect des droits de la défense. Sommairement, ce respect des droits de la défense, ça veut dire qu'une entreprise russe ou un individu a le droit d'être entendu par un juge avant d'être inscrit sur une liste de sanctions, et il a le droit de connaître les motifs pour lesquels cette décision a été prise. C'est donc bien au Conseil d'apporter la preuve que les personnes ou les entités visées par les sanctions peuvent être rattachées aux événements d'Ukraine. Alors, pour se détendre, parce que j'aimerais essayer d'illustrer ce point, tout le monde n'est peut-être pas coutumier avec ce qu'est l'exercice du droit de la défense, mais j'aimerais illustrer les choses. Imaginons que vous êtes à Paris, et par exemple Arnaud, tu es suspecté d'avoir volé le téléphone portable de ton voisin. Bon. Tu vas être placé en garde à vue. 1 heure après le début de ta garde à vue, si tout se passe bien et que le téléphone fonctionne bien et que le métro marche bien, un avocat que tu auras payé ou qui sera commis d'office viendra te visiter, et la première chose qu'il va faire en arrivant au commissariat de police, c'est de se tourner vers l'officier de police judiciaire et de lui dire « Monsieur l'officier, est-ce que vous pouvez me remettre le dossier de monsieur Dubien ?»
Alors pourquoi est-ce que l'avocat fait ça? Parce que si ça se trouve, les policiers, et c'est très certainement le cas, les policiers ont déjà mené des interrogatoires, ils ont interviewé la femme de Arnaud, les témoins, le barman, et il y a une série de témoignages. Et vous, vous êtes avocat et vous vous dites, je ne vais pas engager une stratégie pour défendre Arnaud, alors qu'il y a peut-être des témoignages qui vont invalider complètement la stratégie que je voudrais utiliser. Donc vous dites, je voudrais, s'il vous plaît, le dossier. Et là, l'officier de police vous répond, monsieur, cher maître, impossible, vous n'aurez pas le dossier. Et là, vous avez un sourire entendu, vous sortez une petite feuille de papier qui est préparée par l'ordre des avocats, et vous dites, je signe ça, vous le remettez à l'officier de police, et sur ce ça, il y a écrit, moi, maître Pierre Coppe, je constate qu'on refuse de me donner accès au dossier, blablabla. Bla, bla, bla. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ce qui va se passer, c'est que la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme, et elle sera encore condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme, à la suite de l'accumulation de ces petites fiches remplies par les différents avocats, tout simplement parce que la France ne respecte pas le principe d'une procédure contradictoire, respectueuse des droits de la défense. Alors, j'aime bien mon pays, j'aime bien sa procédure pénale, mais imaginez le luxe de précaution dont on entoure l'audition et la suite de la procédure qui va être menée contre Arnaud, et comparez-le, et je ne vise pas du tout à être... je veux pas mais comparez-le avec le caractère incroyablement bâclé de la procédure qui vise les individus russes ou les entités russes. Alors, je ne dis pas qu'il faut moins bien traiter un voleur potentiel, fût-ce Arnaud, de portable, qu'une entité russe ou un citoyen russe. Et je dirais que s'il y a des principes, ils doivent être respectés également dans les deux cas. Comment ça se passe pour une entreprise russe? En fait, elle va apprendre, si elle a l'intelligence de lire avec une belle régularité les décisions du Conseil de l'Europe, qui ne sont pas d'ailleurs rédigées en russe, si elle lit ces décisions, elle lira qu'elle a été placée sur la liste des entreprises sanctionnées. Personne ne l'aura jamais contactée pour lui demander un éclaircissement. Personne ne lui aura rien demandé de ses activités. Elle n'a a priori aucune possibilité de se défendre. Elle n'a jamais été entendue. Et personne ne lui proposera d'être entendue. En comparaison du voleur, vous êtes d'accord qu'il y a une forme de contraste entre la procédure pénale classique et l'absence de droit de la défense pour les personnes et les entreprises qui sont sanctionnées dans le cas de l'affaire russe. Il me semble que c'est ça le fil qui doit être tiré. Alors, certains juristes, et je ne partage pas leur point de vue, ont avancé l'idée qu'il n'y avait rien à redire à la légalité des sanctions européennes. Donc je le dis, l'un d'entre eux, je ne vais pas citer son nom, nous indique que les mesures prises par le Conseil le 17 mars 2014 démontrent que le Conseil a pris toutes les précautions nécessaires. Selon ce juriste, je cite toujours, la liste inclut notamment, moi j'ajoute, mais pas que, des militaires russes directement impliqués dans la distribution de passeports russes aux habitants de la Crimée ou dans le déploiement des troupes russes aéroportées dans la région. Fin de citation. Arnaud, qui est meilleur connaisseur que moi, pourrait très probablement me souffler une bonne dizaine d'exceptions à cette définition. Je doute donc que les juridictions européennes soient du même avis que ce juriste français, et j'ai la conviction que les décisions de sanctions du 31 juillet ne visent pas que des personnalités militaires. Il me semble donc, et on arrive vers l'épilogue de cette présentation, il me semble donc que le précédent iranien peut fonctionner pour la Russie et que la Russie aurait tout intérêt à contester les sanctions dont qui lui sont infligées. Alors, toute la beauté, j'y reviens encore une dernière fois, toute la beauté de l'arrêt Safanikou, c'est que le Conseil de l'Europe a une marge d'appréciation pour juger si Safanikou était ou non impliqué dans le programme nucléaire. Et si vous regardez les choses du mauvais côté, vous allez croire que
Bon, cette marge d'interprétation, ça leur permet de dire, écoutez, on est désolé, on a essayé d'obtenir des informations sur ce qui se passait en Iran, on nous les a refusées, donc notre marge d'interprétation, par défaut, c'est de dire Safanikou est impliqué. En fait, c'est exactement le contraire. Le texte prévoit exactement l'inverse, c'est-à-dire que le Conseil peut déroger au droit, non pas pour placer n'importe quelle personne ou n'importe quelle entité sur une liste, mais au contraire pour empêcher, en l'absence d'information, qu'une sanction ne soit imposée à une personne ou à une entité dont on a des bonnes raisons de soupçonner qu'elle serait impliquée dans le programme nucléaire, mais qu'on n'arrive pas à le prouver. Donc c'est exactement l'inverse de l'interprétation, me semble-t-il, qui était faite par un éminent juriste. Le dernier point, c'est que Safanikou demande une indemnité, et elle demande, et c'est là où le cas russe va différer du cas iranien, Safanikou demande une indemnité sur la base du préjudice moral. Alors évidemment, on comprend que vous êtes une brave société. J'ai aucune idée de ce qu'est Safanikou. Si ça se trouve, c'est une horrible société qui a participé au programme nucléaire iranien. Mais une fois de plus, ce n'est pas mon propos. Imaginez que vous êtes une honnête société d'électricité iranienne et vous êtes désigné par l'Union européenne comme participant au programme nucléaire iranien. Si simultanément vous essayez de répondre à des appels d'offres en Arabie Saoudite, ça ne va pas vous aider. Si vous avez des appels d'offres en Hollande, ça ne va pas non plus vous aider. Et vous voyez bien que vous êtes en droit de dire que vous avez subi un préjudice moral. Ça ne peut pas marcher pour la Russie, le préjudice moral. Pourquoi ? Parce que la grande différence, c'est que dans le cas iranien, l'Iran a toujours dénié avoir un programme militaire. La Russie, et je dirais c'est tout à son honneur, à contrario, les sociétés et les personnalités russes ne peuvent pas plaider que la politique extérieure russe est un préjudice moral pour les individus en Russie ou pour les sociétés russes. Pourquoi ? Parce que cette politique n'est pas... Vous pouvez voter pour ou contre ce gouvernement, mais vous ne pouvez pas dire qu'en tant que société, vous êtes victime de l'opprobre qu'il y aurait à être russe dans un pays dirigé par l'équipe actuelle. Ça ne tient pas debout, simplement parce que le gouvernement russe est élu et qu'il défend sa politique ouvertement, contrairement au gouvernement iranien qui peut-être menait un programme secret. Donc, excusez-moi d'être intéressé par l'argent, mais on est en droit de se dire, bon ok d'accord, on a compris, vous nous dites, on peut mener une action juridique, mais on ne va pas avoir de dommages et intérêts parce qu'il n'y a pas de préjudice moral. Si, vous m'avez mal compris. Il y a d'énormes dommages et intérêts à obtenir, mais pas sur le fondement du préjudice moral, sur le fondement du préjudice matériel. Je ne vais pas en faire 2 tonnes parce qu'il fait chaud et c'est plus facile, c'est moins fatigant de parler que d'écouter. Mais le préjudice matériel, il est évident. Il y a certainement certains d'entre vous qui travaillent avec des entreprises ou qui connaissent des entreprises russes qui ont été sur les listes, ou qui sont sur les listes des sanctions. On pourrait ensemble établir très rapidement que ces sanctions imposent un préjudice fort à l'économie russe et aux entreprises russes. Donc oui, il y a une possibilité de mener une action juridique, et oui, il y a possibilité pour les entreprises et les personnalités russes de sortir des listes, et oui, il est possible d'obtenir des dommages et intérêts. Alors le mot de conclusion, vous allez me dire, bon, ok, très bien, admettons, mon cher, que vous soyez très intelligent et que vous ayez trouvé un truc, mais juste quand même, c'est bizarre, vous êtes le seul à l'avoir remarqué ? Parce que moi, je me méfie toujours des gens qui ont découvert, vous savez, la formule magique que personne n'a remarqué. J'ai toujours tendance à penser que si je vois quelque chose, a priori, il y a pas mal d'autres personnes intelligentes qui auraient pu le voir. Et je me suis dit, dans le fond, pourquoi est-ce que messieurs Poutine et monsieur Ouliakiev, pourquoi est-ce qu'ils insistent et ils nous disent, on va porter l'affaire devant l'OMC. Bon. Pourquoi ils ne viennent pas sur cette question des droits fondamentaux ? Alors la diplomatie russe, il y a plein de gens très compétents, ils connaissent la France, ils connaissent l'Europe, donc je ne peux pas penser que c'est un manque d'intelligence ou un manque de connaissances. En fait, si on regarde bien, il y a une différence politique, et c'est là-dessus que je voudrais conclure, entre aller devant l'OMC ou suivre la piste des droits fondamentaux. L'avantage de contester les sanctions
comme le suggérait M. Poutine, au nom de la liberté du commerce, c'est que vous contestez toutes les sanctions, quelle que soit la personnalité de l'individu, quelle que soit la personnalité et le secteur économique de l'entreprise, et vous contestez au nom d'un principe qui, je dirais, mange pas de pain, qui est la liberté du commerce. Bon. La faiblesse de cette stratégie, et je crois que M. Poutine et son équipe en sont convaincus, c'est pour ça probablement que pour l'instant ils ne l'ont pas encore mise en œuvre, c'est qu'elle n'aboutira pas, ça j'en suis convaincu, à une condamnation de l'Union européenne. Alors, a contrario, contester les sanctions au nom des droits de la défense comme pilier fondamental du droit européen, ça a un inconvénient. L'inconvénient, c'est que ça oblige à contester les sanctions une par une, personne par personne, entreprise par entreprise, à mener plusieurs procès, en gagner certains, en perdre d'autres. Je peux comprendre que politiquement, ça n'a pas les mêmes visées ou le même impact que la stratégie vis-à-vis de l'OMC. Le bon côté, et ça peut cliver sans doute entre différents intérêts en Russie, notamment entre ceux qui gagneront et ceux qui perdront. En revanche, ça a deux avantages. Le premier, c'est que c'est gagnant, c'est-à-dire que j'ai la conviction que certaines entreprises et certaines personnalités pourraient gagner en contestant les sanctions au nom des droits fondamentaux. Deuxièmement, ça permettrait d'obtenir des dommages et intérêts, et cela permettrait d'enrayer le mécanisme de sanction en créant une mécanique, une menace de contestation ultérieure extrêmement lourde et extrêmement pénible à gérer pour l'Union européenne. Je pense que c'est des questions qui doivent être réfléchies, et je pense que les juristes de l'Union européenne n'ont absolument pas envie d'être assaillis par 36 demandes russes de contestation de la légalité des sanctions sur le terrain des droits fondamentaux. Voilà, c'est une modeste réflexion qui, moi, en tout cas, m'a intéressé à mener et à développer devant vous. Merci. Merci. J'ai l'étrange privilège de poser la première question à chaque intervenant, donc je vais l'utiliser. D'abord, merci Pierre pour cette intervention fascinante. Je n'ai pas peur du mot. Tu as rendu le droit fascinant ce soir. Tu nous as interpellés. J'allais dire, le courrier de Russie tient un scoop, c'est pas vrai parce que ça a déjà été publié, mais je ne suis pas certain que beaucoup de monde ait pris la mesure de ton propos et de ce que ça peut impliquer. D'ailleurs, es-tu certain qu'au-delà de quelques spécialistes au MID ou ailleurs, des gens qui comptent en Russie sont au courant de ça? C'est peut-être. Et quand vois-tu Vladimir Vladimirovitch, pour lui dire? J'ai simplement une ou deux questions pour lancer la discussion. La première, puisqu'on a commencé avec l'histoire, est-ce qu'il y a dans l'histoire récente, ou moins récente, ou plutôt avec quelles sanctions antérieures on pourrait comparer ce qui est infligé en ce moment à la Russie? Est-ce qu'il y a des choses comparables? Tu as parlé des sanctions européennes et tu as mis de côté à dessein les sanctions américaines. Est-ce qu'à ta connaissance, c'est très différent? C'est très différent dans le mécanisme? J'imagine que le droit américain est différent. Est-ce que l'exemple que tu as cité est envisageable aux États-Unis? Est-ce qu'il y a une instance aux États-Unis auprès desquelles on pourrait contester, parce que ce sont des personnes qui sont frappées également par les sanctions américaines? Et enfin, question accessoire, mais peut-être pas tant que ça, qui paye? À supposer qu'une entreprise russe l'emporte après avoir saisi la Cour européenne de justice, qui paie les dommages et intérêts? Voilà en quelques mots ce que je voulais te demander. Bon, il y a des questions que je n'ai pas de réponse. Les précédents, bon, il y a l'Iran, que j'ai beaucoup développé. Je ne vais pas te répondre par un précédent, je vais te répondre par un futur. Je me suis également intéressé à la campagne de boycott concernant Israël et concernant les entreprises israéliennes placées sur les territoires occupés.
Et c'est un mouvement qui est assez fort en Angleterre, qui vise à faire interdire le commerce avec des entités israéliennes placées de l'autre côté de la ligne de 67. Donc j'ai été regarder l'aspect juridique sur ce point. Ensuite, le véritable point de comparaison, c'est l'Iran pour moi, parce que c'était des listes de sanctions nominales. Alors que sinon, l'embargo sur l'Irak ou l'embargo sur Cuba, dont vous savez qu'on discute qu'il soit levé, visait la totalité du commerce avec ces pays. Là, ce qui rend la chose particulièrement attractive du point de vue juridique, c'est que c'est un nombre restreint. Et si c'est restreint, ça veut dire que vous êtes obligé de donner une motivation. Pourquoi lui et pourquoi pas un autre? Bon. Alors, qui paye? Quelle horreur? Eh bien, je n'en sais rien. Mais je te promets que je vais regarder. J'aurais pu répondre, mais bon, il y a la caméra, donc je ne peux pas le faire. J'aurais dit le Fonds spécial de règlement des contentieux juridiques de l'Union européenne. J'aurais pu inventer ça, mais sérieusement, je ne sais pas. Deuxième chance, parce que ça concerne peut-être certains entrepreneurs français ici. Comme tu le sais, il y a eu des sanctions européennes et puis il y a eu des contre-mesures russes. Est-ce que, si on pousse la logique jusqu'au bout, est-ce que les contre-mesures sont légales ou pas? Est-ce que tu as évoqué l'urgence ou la sécurité nationale peut être mis en avant? Et si ce n'est pas le cas, est-ce que des entreprises françaises pourraient se retourner contre l'État russe, par exemple? Alors, d'abord, je n'ai pas répondu à la première partie de ta question tout à l'heure et je m'en excuse. Est-ce que la teneur de ce que j'ai dit aujourd'hui est connue en Russie? Écoute, bon, oui, je pense que, on va dire, vraiment, moi, c'est ma conviction quand je me méfie énormément de la nouveauté. Bon, donc quand quelqu'un dit avoir une idée originale, pour moi, elle est fausse a priori. Donc bon, là, il se trouve que bon, alors, j'ai rencontré un journaliste comme je te le disais, de la presse russe à Paris. Lundi, à l'Assemblée nationale, en France, il y a une conférence avec l'ambassadeur de Russie sur ce thème. À chaque fois, bon, je vois qu'il y a une véritable écoute. On me demande ma note juridique, je ne la donne pas. Bon, je vois qu'il y a un cabinet anglais qui m'a appelé en me disant mais je ne comprends pas, nous on est sur l'affaire du GATT, c'est quoi votre affaire? Bon, voilà. Donc je sens que l'affaire suscite un intérêt. Maintenant, c'est une décision politique de la part de la Russie de savoir si elle suscite ou non, parmi ses personnalités et parmi ses entreprises, le fait de mener ce type de contestation. Ça, c'est le premier point. Alors, je connais, pour répondre aussi pour les autres morceaux, je ne connais pas du tout le droit de common law américain, donc je ne veux pas dire de bêtises. Est-ce qu'une entreprise française pourrait se retourner contre une entreprise russe? Je n'ai pas réfléchi, je ne peux pas répondre à l'emporte-pièce, il y a des questions de compétences. Disons que de toute façon, ça ne serait pas très adroit. Voilà. Donc, je n'ai pas travaillé là-dessus. Je passe la parole au public et juste en attendant, du moment que moi je dispose du micro, Pierre, est-ce que tu serais prêt à défendre les intérêts de la Russie en tant qu'avocat? Oui, t'es filmé. Je vois qu'il y a la caméra. Alors, non, oui, une entreprise russe, oui, une personnalité russe. J'ai aucun problème à défendre les intérêts de mes clients. D'accord. Donc si par exemple une entreprise russe s'adresse... Aucun problème. Ok, donc tu serais prêt à... Je dirais même que ça m'amuserait. D'accord. Ok, cool. Voilà. Bon, la question suivante, peut-être. peut-être. Ça m'amuserait parce que je peux faire une réponse d'avocat en disant, vous savez, il y a on défend des individus, on ne défend pas leurs idées, on peut défendre n'importe qui, blablabla. Non. Bon, oui, ça me plairait. Ça me plairait parce que je trouve qu'il y a un déni de droit net. Génial, c'est comme ça, on va sortir l'article avec un titre pareil comme demain. Ok.